early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be. Et c'est reparti pour le 4e numéro de la semaine de votre matinale Kinkeliba. Il est 6h30. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi et nous aurons sur le plateau dans quelques instants le coach Tandakhania pour sa chronique gymnastique. Comme vous le savez, c'est en direct sur le plateau tous les jeudis. Il y aura également les archives avec Alun Diop, High Tech avec Mamadou Diagne, deux invités qui vont nous accompagner jusqu'à 8h avec Sarah Louia Senghor. Je rappelle que nous sommes ensemble en direct sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et j'en profite justement pour vous souhaiter un bon réveil et j'espère que vous allez passer une très belle journée. Tenez bon, il ne reste plus qu'un jour et ce sera fini la semaine de travail. Et l'équipe va tout à l'heure me rejoindre sur le plateau, mais en attendant, nous allons suivre la météo du jour, le temps à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal. Nous allons tout de suite le découvrir en partenariat avec la Nassim et on se retrouve juste après. Chers amis téléspectateurs de Kinkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jeudi restera marquée par une fraîcheur matinale qui sera ressentie tôt ce matin. Et au courant de la journée du jeudi, le ciel restera ensoleillé sur une bonne partie du pays. L'animation satellitale nous montre des nuages très fins qui vont intéresser le centre-ouest et le nord du pays, laissant le reste du pays sous un ciel dégagé. Et ces vents de secteur nord-est, appelés harmattan, en provenance de l'Algérie, du Mali et un peu de la Mauritanie, qui vont intéresser l'intérieur des terres. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour la journée d'aujourd'hui, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel ensoleillé qui sera de mise sur Mbour, Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, allant même jusqu'à Podor. Sur le reste du pays, c'est un ciel complètement dégagé qui sera attendu, ce qui présage donc d'une bonne présence du soleil. Déjà, une forte sensation de chaleur sera attendue au centre et vers l'est du pays. Sur l'axe Kaffrine-Tamba allant vers Kédougou, le mercure va grimper pour atteindre 40 degrés vers Tamba, 41 comme le maxi des maxi attendu à Kaffrine et à Kédougou. Sur le reste du pays, la sensation de chaleur aussi sera ressentie avec des valeurs qui seront comprises vers la partie sud du pays entre 37 allant jusqu'à 39 degrés sur l'axe Ziguinchor-Sédhiou-Kolda. Au centre-ouest du pays, la sensation de chaleur aussi sera au rendez-vous avec des valeurs qui tourneront entre 37 allant jusqu'à 39 degrés sur Mbour-Diourbel. 38 degrés attendus sur l'axe Linguère allant vers Podor, 35 attendus vers Saint-Louis, 39 attendus sur l'axe Matam allant vers Bakel et Dakar qui gardera une valeur assez clémente de 29 degrés. Donc globalement, chers téléspectateurs, c'est une fraîcheur matinale qui sera ressentie tôt ce matin, mais au courant de la journée, la sensation de chaleur gagnera du terrain, surtout à l'intérieur des terres vers l'axe Kaffrine, Tamba allant vers Kédougou avec des valeurs qui tourneront entre 40 à Tamba allant jusqu'à 41 degrés sur l'axe Kaffrine allant jusqu'à Kédougou et Dakar qui gardera une valeur assez clémente de 29 degrés. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Excellente journée. Merci à nos partenaires de la Nassim pour la météo du jour. Merci également au coach Tandakhania qui assure le service aujourd'hui. Coach, merci pour ce service. Merci. Alors, l'équipe est déjà bien installée sur le plateau. Sarah, bonjour, tu vas bien? Oui, très bien réveillée ce matin. Ah, super. Et bonjour également à nos deux invités. Et tu nous les présentes en attendant que le coach termine le service. Oui. C'est vrai qu'en général, quand je suis avec toi, on se demande qui va faire le service du Kinkeliba finalement. Mais le coach s'est gentiment proposé ce matin de le faire. Alors justement, il est en train de servir nos deux invités de ce matin. On reçoit Messieurs Gueye, au pluriel ce matin. C'est vrai, c'est Gueye, oui. Une belle coïncidence sur le plateau finalement. À deux sujets différents par contre. Hassan Gueye, qui est gestionnaire de projet, coordonnateur de l'événement L'Appel Caroy-sur-Mer, prévu ce 30 décembre sous le haut parrainage des chefs suprêmes
Abdoulaye Makhtar Diop et Ibrahima Diagne. L'objectif, c'est tout simplement de préserver le patrimoine lébou. On en reparle dans un petit moment en détail avec lui. Oui. À ses côtés, il y a Amadou Gueye, qui est spécialiste de la sécurité routière, ancien directeur d'auto-école. Il vient nous présenter son livre « Explique Code » ce matin. Il l'a d'ailleurs juste à côté de lui. Il Absolument. Nous explique tout justement sur le code de la route ce matin. Une véritable contribution pour réduire drastiquement les accidents de la circulation. Absolument. Vous le savez, ces accidents nous ont coûté énormément de pertes, surtout en cette année 2023, il y a eu énormément de décès sur nos routes. On reviendra également sur quelques chiffres clés. Le gouvernement a dû prendre des mesures drastiques aussi pour essayer de freiner ou en tout cas d'endiguer ce fléau-là. On reparle de tout cela en détail avec notre invité ce matin dans la deuxième partie de cette émission, Adama. Exactement. Ce sera tout à l'heure. Bonjour, messieurs Gueye. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Merci pour le Kenkeliba. Ah, c'est très bon, vous allez voir. Vous allez remercier Cathy pour ça. Coach Amara, alors on parle de quoi ce matin? Alors, on va parler de jogging. Je crois que tout le monde connaît le jogging. Oui. C'est donc de petites foulées. Mais pour certains, c'est peut-être une grande course de vitesse. C'est pas ça. Pour d'autres, c'est de la résistance. Mais le jogging reste le jogging. Donc, très cool, de petites foulées, mais tout de même assez long. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas une course de vitesse, on est d'accord, le jogging? Pas du tout. Encore moins un travail de résistance. Alors, quelle explication on peut justement donner au concept? Au jogging, c'est vrai que quand on parle de jogging, on peut dire que c'est un peu l'intermédiaire entre la course à pied et la marche. Alors, le jogging, c'est vrai que c'est un exercice assez long. Pour certains, c'est un entraînement. Et pour d'autres, c'est un échauffement. Surtout les sportifs les plus chevronnés, ils utilisent le jogging comme de l'entraînement, c'est-à-dire une mise en train. C'est-à-dire pour mettre en branle un tout petit peu les muscles et les articulations. Mais pour quelqu'un qui veut se maintenir en forme, mais c'est simplement courir, atteindre un certain niveau, mais tout de même, ce n'est pas un niveau assez violent. Donc, il faut y aller tout doucement. Voilà l'objectif du jogging. Et il faut faire 30 minutes, 40 minutes, et même 1 heure de temps pour ceux-là qui sont bien entraînés et qui croient en eux et qui se fixent justement des objectifs. Et combien de fois par semaine, peut-être? Alors, par semaine, on peut cibler 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je crois que ça, vraiment, c'est suivant les objectifs d'entraînement, hein, parce que vous avez les sportifs de haut niveau qui font le sport tous les jours, qui se reposent peut-être un jour ou 48 heures. Mais pour quelqu'un qui est là pour maintenir une forme, mais là, si vous avez 3 jogging par jour, ça suffit largement. Pas 3 jogging par semaine. Par semaine. Ça suffit largement. Par semaine. Vous n'êtes pas bien réveillé, coach. Vous avez pris votre tasse de Kenkeliba ou vous n'avez pas fait les exercices ce matin? Non, du tout, du tout. Je n'ai pas fait d'exercice ce matin parce que je suis venu au pas de charge. Vraiment au pas de charge. Et ça valait même un petit jogging, hein? Mais oui. Voilà. Pourquoi pas? Et qui pratique le jogging ici sur le plateau? On va voir. Pourquoi on se regarde comme ça? Il n'y a personne. Nos invités seraient... Ah, lui, il fait la marche. La marche, ça compte, n'est-ce pas? Oui, ça compte beaucoup. La marche, ça compte. Bon, c'est différent du jogging, mais ça compte dans tous les cas. Oui. Hassan Gueye? Oui, on marche beaucoup, parce qu'on est dans le domaine du développement, on marche beaucoup. Donc, mais quand même, pas le jogging, parce que le jogging, comme dit le coach, c'est assez spécial. C'est assez spécial. C'est pas seulement la marche ne suffit pas pour dire qu'on est en train de faire du jogging. Hein? Oui. Hein? Donc, parce que là, il s'agit, comme il dit, de préparer les muscles, de réveiller les muscles quand on est dans le sport, et que quand on est dans le maintien, donc c'est pas le type de marche, parce que nous avons des marches qui sont des marches stressées. C'est-à-dire, comme on est dans les activités, c'est différent de la marche sportive, comme on fait quand on est dans les randonnées et autres. Donc là c'est bien. De déstresser. Ouais, mais bon, quand on est dans le village Lébou, là, on a quand même un avantage, un peu comme à Lune Badara. Il y a une belle plage, on peut évidemment profiter de l'espace
pour faire un tout petit peu de jogging. Je voulais lever la main, coach, et dire que je fais du jogging. Elle voulait tout. C'est que j'ai beaucoup de voisins qui regardent l'émission. Ah oui? Ah, ok. J'ai peur qu'en rentrant à la maison, ils ne me disent, mais voilà. Ah ouais. De quel côté courez-vous, marchez-vous? Mais c'est ça, et on en profite justement pour parler des bienfaits du jogging, coach. Oui, c'est les bienfaits du jogging. D'abord, pour celui-là qui veut maigrir, par exemple, le jogging est un exercice très bon que je leur propose, puisque déjà, pour mincir, comme on dit dans le jargon, faites votre jogging, un gros jogging, long, très long, et vous mettez au plan vestimentaire, par exemple, un kawi ou bien un anorak. Donc, vous mettez... fait, il faut être bien couvert. Ah oui, bien couvert. Vous mettez de la tête aux pieds. C'est ça. Vous mettez la capuche, vous mettez la capuche sur la tête, et puis mettre ce qu'on appelle la toile, pour certains qui l'appellent la toile, mais nous l'appelons, ou c'est le kawi, ou bien c'est un anorak, ce qui fait que vous allez conserver une certaine chaleur pendant très longtemps, mais aussi vous avez la sudation qui est très très forte. Alors cette sudation-là, il ne faut pas l'enlever aussitôt après, donc il faut laisser la sudation s'évaporer et ensuite maintenant aller à la douche, et pas une douche quand même de l'eau un peu tiède, comme on dit. Pas de l'eau chaude, ni comme le veulent certains. Mais coach, excuse-moi, quand tu dis de l'eau tiède, est-ce que ça veut dire qu'il faut réchauffer un peu d'eau et ensuite mixer avec l'eau du robinet, ou il faut prendre l'eau du robinet directement? Oui, ça vaut mieux, de l'eau du robinet. Moi, je préfère l'eau du robinet directement. Alors, c'est peut-être considéré comme une eau tiède, puisque là, il ne faut pas prendre une eau vraiment trop glacée, ni prendre de l'eau chaude. Mais là, c'est vrai que par moment, si vous voulez véritablement vous masser vous-même, après une compétition très très dure, mais là vous allez vers, il y en a même qui vont vers l'eau glacée, le bain en eau glacée. Oui, avec de la glace. Ah oui, avec de la glace, avec de la glace. Le cas de nos handballeuses à l'occasion de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'à là-bas ils n'avaient pas un bain assez profond, donc il y avait une fatigue excessive. Et ils ont joué avec 10 amputés, par exemple, de 2 joueuses clés. Donc, j'étais obligé, en tout cas, de faire ces genres de régénération. Donc, aller directement dans la douche et avec de l'eau glacée pour les obliger à faire. Alors, ceci va vous replacer un tout petit peu les articulations et ça va faire du bien parce que c'est vraiment une très bonne régénération, vous récupérez rapidement. Et on a vu justement, je ne sais pas si vous avez vu les images, le lutteur Reug Reug qui a récemment posté une photo où il était dans une baignoire remplie de... dans une baignoire avec de l'eau froide. Ah oui, justement, ça c'est une très grande illustration de ce que je disais tout à l'heure. Ça c'est la meilleure récupération. Surtout au lendemain, pour un sportif de haut niveau. Ah oui, au lendemain d'exercices vraiment de très haut niveau, ou un match de très haut niveau, par exemple, un match de football où vous n'avez pas encore récupéré, puisque vous savez, avec les grandes compétitions, les grandes victoires, quand vous gagnez la Coupe du Monde, quand vous gagnez la Coupe d'Afrique des Nations, mais vous n'avez pas le temps après le match, parce que là, vous pensez à l'euphorie, et tout de suite, c'est comme un gamin qui vient de décrocher une lune. Alors là, vous n'avez même pas le temps de penser à replacer la chaîne musculaire. Alors le lendemain maintenant, le coach ou le kiné va dire, alors tout le monde, là-bas, sous la douche. Et puis, ce que Reug Reug faisait, c'est exactement cette illustration. Exactement. Coach, moi, j'avais une question à Damas, si tu permets. Généralement, quand on finit de faire son jogging ou quand on va en salle, peu importe, en tout cas, après la pratique de cette activité physique, en rentrant chez soi, est-ce qu'on doit directement aller prendre sa douche parce que il y a la sueur, on a envie de s'en débarrasser tout de suite, ou on doit attendre quand même pendant un certain temps avant de prendre sa douche? Oui, tout dépend. On peut bien attendre. Parce que c'est vrai que... Parce qu'il y a des gens qui vont directement... directement vers la douche. Par exemple, dans les grandes équipes nationales, lorsque vous terminez, avant d'aller à la douche, directement, c'est vers l'hôtel. Les gens vont à l'hôtel.
Donc, une petite minute, quelques minutes de pause, et puis on va directement vers la douche. Par contre, il y en a d'autres qui sont moins professionnels, et dès que le match est terminé, ils vont directement dans les vestiaires où il y a des douches. Et donc là, ils commencent leur bain. Alors ça aussi, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est donc de temporiser un tout petit peu avant d'aller prendre la douche. Oui, c'est mieux. Parce que souvent, ça peut provoquer chez certains ce qu'on appelle un accident d'origine thermique. Ce n'est pas traumatique, mais vous avez souvent ce qu'on appelle un accident d'origine thermique et ça peut faire des dégâts. Voilà. Ça vous interpelle peut-être? Vous avez des questions peut-être pour le coach? Je pense que c'est assez clair. Donc, et c'est ce que nous vivons aussi tous les jours. Donc, effectivement, je pense que c'est important de prendre ce temps-là de répit avant d'aller sous la douche, le temps de laisser les pores se refermer. Oui. Parce qu'après ces efforts-là, les pores sont tout ouverts. Donc, si vous allez directement dans la douche avec la différence thermique, donc ça peut même créer la congestion rapide. Donc, et là, ça peut ne pas pardonner. Absolument. Donc, ce sont des précautions que le coach a bien fait de rappeler. Donc, et c'est bon d'en prendre considération. C'est ça. Absolument, tout à fait. Et vous? Oui, je m'inscris dans cette logique. Je pense que le sport a des règles, donc il faut respecter ces règles-là. Donc, voilà. Même matériellement, physiquement ou bien. Donc, par exemple, si vous prenez une tasse de thé, vous mettez de l'eau chaude et aussitôt vous mettez de l'eau froide, ça se casse. Et donc, je pense que c'est le même principe. Et voilà, c'est pourquoi vraiment j'adhère. Je suis sûre qu'il fait sa marche près de la plage, loin de la pollution. Oui, comme il l'a dit, c'est difficile actuellement avec les activités, ces projets-là, de se donner un peu de temps pour faire du sport. Oui, c'est vrai. Mais on essaie de faire un peu de marche la nuit, surtout avant de se coucher. Oui. Ah oui, parce que comme dit coach, il n'y a pas d'excuse. Dans la journée, il faut absolument trouver du temps pour bouger. C'est important. Important. Alors, je constate aujourd'hui que nous avons des invités qui sont au diapason de ce qui se passe dans le monde du sport. C'est ça. Et déjà, surtout dans le monde de l'activité physique. L'activité physique, la pratique de l'activité physique et sportive, puisque ce que j'ai entendu déjà, c'est vrai, ça se voit qu'on est avec des gens qui maîtrisent quand même tant soit pour la chose. Mais oui. C'est clair. Oui. Alors, coach, pour terminer, on va parler de footing. Il y a aussi le décrassage. Alors, est-ce que ce sont deux exercices qui ont des rapports peut-être avec le footing dont on parle? Oui, des rapports, oui. Des rapports, c'est vrai. Il y a des interdépendances même, devrais-je dire. En tout cas, en ce qui concerne le décrassage, c'est vrai que le décrassage, alors au sens littéral du mot, le décrassage, c'est vrai, considéré par certains comme un mot vulgaire, le décrassage, puisque le décrassage, c'est vrai que ça veut dire quoi? Éliminer les toxines. Il faut éliminer les toxines, puisque le lendemain d'un entraînement ou d'un match assez fastidieux, vous avez en tout cas accumulé beaucoup de toxines. Vous avez ce qu'on appelle l'acide lactique qui vient se déposer dans l'organisme et il faut donc évacuer tout ça. Donc voilà pourquoi on dit souvent pour le décrassage. En tout cas, c'est un petit exercice au réveil ou après un match de football très intense sur le terrain. Vous voyez l'entraîneur, le kiné, appeler les joueurs. Et donc c'est un petit footing, disons ce décrassage-là. C'est pas violent, c'est donc il n'y a pas de... disons, c'est un rythme véritablement très très lent et ça va vous faire du bien puisque les muscles, les articulations, tout ça mis en place. Alors là, si vous pouvez continuer, c'est pour préparer l'entraînement du lendemain ou du surlendemain. C'est ça. Alors c'est ça le décrassage. Alors vous avez aussi le jogging, c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, le jogging, le footing par exemple, encore beaucoup plus doux. Mais seulement le footing, il est entrecoupé justement de marche. Quand vous faites, voilà, quand vous dites footing, c'est entrecoupé de marche. C'est ça. Ah oui. Le jogging, vous foncez, vous y allez,
mais avec un rythme soutenu, mais un rythme plus ou moins lent. Alors que le footing, il y a ce qu'on appelle un peu la marche commando. Tantôt vous courez, tantôt vous faites un peu de marche et de récupération. Oui. Donc voilà. Alors vous avez enfin ce qu'on appelle le long et doux. Alors le long et doux, ça nous permet en tout cas, c'est une course de récupération puisque vous allez courir, c'est de très très petites foulées. Ce ne sont même pas des foulées du jogging, ce sont de très très petites, courtes foulées donc, qui vont vous permettre en tout cas de faire ce qu'on appelle une respiration profonde, puisque là, vous avez beaucoup d'oxygénation. Si vous êtes, par exemple, en nature, chez notre ami Alun Badara, par exemple, là où il y a beaucoup d'oxygène, alors c'est le moment de faire ce long et doux qui va porter ses fruits après, puisque ce n'est pas un exercice assez violent, mais vous y allez le plus lentement possible, et là pour récupérer. Mais c'est long aussi, puisque vous pouvez faire 50 à 1 heure de temps. C'est ça. Merci beaucoup, coach, pour toutes ces informations, tous ces conseils, comme toujours. On le rappelle, comme l'a dit Sarah, il n'y a pas d'excuse. Si on ne peut pas pratiquer une activité sportive, on peut toujours marcher. C'est important. C'est important. Il faut bouger dans tous les cas. Et coach le dit, les escaliers aussi. Pour le footing, j'en fais de temps en temps. Courir, 2 tours de terrain et ensuite marcher. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais je crois que mes voisins peuvent dire que de temps en temps, je fais du footing ou je vais en salle. Très, très rarement, mais ça arrive. Mais les escaliers, par contre, je crois qu'on y est tous obligés. Quand on vit dans des appartements, on monte des escaliers. Oui, les escaliers, ça vous fait déjà au moins 1000 pas. Oui. Le fait d'aller et venir avec les escaliers, ça fait du bien. L'essentiel est là, si à la suite de ces escaliers, si vous vous amusez à prendre votre fréquence cardiaque, mais tout de suite, ça va monter vers 70, 80, 100 pulsations, par exemple, pourquoi pas, ce qui veut dire que ça marche, le cœur fonctionne bien. Et donc, il y a une très bonne circulation sanguine, c'est justement l'objectif de marcher. Il y en a qui vous disent qu'il faut faire au moins 1000 à 2000 pas par jour. Oui. Alors ça, si vous le faites, vous êtes sûr que le cœur est véritablement dans sa fonction, et donc ça pompe bien, que ce soit les valvules, les oreillettes, la grande ou la petite circulation, mais en tout cas, ça circule bien. C'est ça l'important. À défaut de ça, maintenant, marcher. Ce qui n'est pas bon, c'est pour le sédentaire, par exemple, de rester sans ne rien faire. C'est vrai que pour peut-être les personnes très âgées, par exemple les imams et autres, la chance c'est qu'il y a beaucoup de nafila. Il y a beaucoup de nafila, le temps de faire la génuflexion, le temps. Alors si vous en faites beaucoup, vous priez après de longues prières, mais tout de suite vous prenez votre fréquence cardiaque, vous êtes à 100 ou 120 pulsations, c'est déjà une très bonne chose. Très bien. C'est ça. Il y en a qui préfèrent marcher à la place du bus. Ils préfèrent marcher donc au lieu de prendre le bus. Et le bus, justement, on en profite pour parler de cette réception de nouveaux bus de la société Dakar Dem Dik. Il s'agit de quelques 370 bus qui ont été réceptionnés et les 77 seront justement destinés au transport interurbain. Ils seront aussi injectés progressivement dans ce transport interurbain. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour toutes ces personnes abonnées à la société Dakar Dem Dik et qui se sont toujours plaintes d'attendre des heures durant devant les arrêts de bus, attendant justement le bus. C'est une très bonne nouvelle puisque la société Dakar Dem Dik a donc ainsi décidé de renouveler son parc. C'est important, il le faut dans un contexte d'inauguration attendue aussi du BRT. Ce sera ce 14 janvier 2024. Commentaire rapide sur le plateau. Oui. On va commencer par notre expert en sécurité routière. Je crois que ça fait plaisir quand même. Oui. Donc ça veut dire que quand même le gouvernement, l'État du Sénégal est dans sa logique donc, de mission régalienne. Donc c'est ça qu'on attend d'un État en fait. Donc de tout faire en tout cas pour soutenir les populations. Et donc ça, je pense qu'on le fait d'abord pour les populations, pour améliorer la mobilité. Et ça vient après un long investissement. Donc on a tous constaté donc, depuis des années, une dizaine d'années, donc dans le domaine des infrastructures routières.
Aujourd'hui, on a des autoponts partout, donc on a des centaines de kilomètres d'autoroute. Et des fois, je m'amuse à demander à des gens, est-ce que vous savez 1 kilomètre de route simple, combien ça coûte? Ça coûte très cher. Et le gouvernement en a beaucoup fait. Et je pense que c'est le lieu quand même de les féliciter. Donc ça fait plaisir et ça augmente en tout cas notre fierté et notre dignité quand même d'être des Sénégalais. Absolument. Donc ce sont ces bus-là qu'on retrouve en France, partout. Aujourd'hui, on les a et on va vraiment les emprunter pour un peu laisser de côté nos véhicules et prendre quand même les transports en commun. Et je pense que c'est ça la vision du chef de l'État. Franchement, on félicite le chef de l'État. Et beaucoup ont déjà commencé à abandonner quelque peu les véhicules pour le TER et à le BRT, mais on va maintenant on va parler justement de ces bus à Sangay. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense que ça, c'est un bouffée d'oxygène pour la population banlieusarde comme nous, qui sommes un peu à la périphérie de Dakar. Et ça aussi, c'est un pas moi, je suis un peu défenseur de l'environnement. Donc, c'est un excellent pas aussi par rapport à la pollution, parce que ça diminue un peu le nombre de voitures. Imaginez que si toutes les personnes qui empruntent ces bus prenaient chacun un quart, la quantité de CO2 qui serait émise et que l'environnement en pâtirait, je pense que pour beaucoup. Et je pense que c'est l'occasion, encore une fois, de se féliciter de ces actions étatiques qui entrent dans un programme général. Je pense qu'il y a une bonne vision et que les éléments de cette vision-là sont en train d'être mis en place et que la population ne peut que s'en féliciter et se réjouir vraiment de cela. Oui, Sarah? Oui, il l'a dit, il parlait de plan, le plan Sénégal émergent. On sait que la modernisation des infrastructures de transport routier occupe une place importante dans ce plan Sénégal émergent-là. Donc, se féliciter justement de cette initiative encore, qui est dans la continuité de ce qui est déjà en train d'être fait en termes de modernisation et d'amélioration justement des conditions de transport ici au Sénégal. On parle bien évidemment de transport public. Et il y avait des gens qui se disaient, oui, les bus n'étaient pas très confortables, c'est vrai. Que pour certains, ils étaient quand même dans des états de vétusté assez avancés. Et donc, ça faisait que les gens se disaient, non, on ne peut pas prendre ce bus-là et on est obligé de prendre nos véhicules. Maintenant, je crois que cet argument n'est plus valable parce que ces bus sont vraiment de dernière génération et de qualité également. Saluer aussi le fait que le transport interurbain va être amélioré parce qu'il y aura 77, c'est ça, bus qui vont être dans le transport interurbain. C'est important quand on veut quitter Dakar et rallier d'autres localités avec ces bus-là qui sont très confortables. D'ailleurs, vous parliez de routes également. Il y a eu beaucoup de routes qui ont été rénovées également. Donc, ça permet de voyager dans de meilleures conditions. Voyager dans de meilleures conditions pour réduire les risques d'accidents, bien évidemment. Donc, féliciter encore une fois le gouvernement qui n'oublie pas les populations parce que le transport, c'est important. C'est une question d'économie également. On gagne du temps en allant tous comme ça, beaucoup plus vite. Les embouteillages, c'est toutes nos voitures que nous prenons tout le temps. Si chacun monte dans le bus, il y en aurait probablement moins et ce serait un gain important pour notre économie. Donc, bravo. Maintenant, il faut les prendre, ces bus-là. Il faut monter dedans. Oui, n'est-ce pas? C'est vrai, moi je vais abonder dans le même sens que M. Gueye. C'est vraiment un véritable ballon d'oxygène pour les populations et surtout la population banlieusarde, comme il disait tout à l'heure. Je crois qu'on n'a plus rien à envier à la gare de Lyon, au Châtelet, par exemple, pour ceux-là qui ont l'habitude, en tout cas, de faire ces gares là-bas, à Montparnasse et tout ça. Alors, arrivé à la gare de Dakar, déjà, vous allez vous croire peut-être à la gare de Montparnasse ou peut-être ailleurs. En tout cas, on n'a rien à envier maintenant à ces grands pays avec ce transport urbain, interurbain. Puisque franchement, moi je dis encore une fois, on est, disons simplement, on est aux anges aujourd'hui, puisque c'est un rêve qui a été réalisé, et surtout avec les populations. Moi, je pense quand on voit ces terres, quand on voit ces bus, le BRT qui arrive, moi, je dis encore une fois, mais c'est extraordinaire. J'ai discuté avec un Saoudien qui me disait, mais écoutez, mais aujourd'hui, vous allez planer sur le continent, puisque vous avez cette chose. Bon, je dis, il faut s'en féliciter. Remercier aussi ceux-là qui ont été à la base d'une pareille initiative. Le président de la République
en tête, et ensuite l'ensemble du gouvernement. Il y a une chose importante, je pense, qu'on doit également rajouter quand on parle de la réception de ces nouveaux bus. On l'a vu à l'image, c'est les personnes à mobilité réduite. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, qui aussi vont pouvoir accéder beaucoup plus facilement à ces bus-là. Ça aussi, ça a été pendant longtemps un plaidoyer. Les autres bus n'avaient pas cette commodité-là et c'était très difficile. Et même Dakar Demdik qui permet aujourd'hui à ces personnes en situation de handicap de pouvoir aussi être employés de cette société. Vous l'avez vu, ils vont être des receveurs. Et ça, c'est un pas important dans la prise en charge de cette couche vulnérable. Donc, saluer véritablement, encore une fois, cette initiative. Le TER, le coach en parlait tout à l'heure, ceux qui vivent dans la périphérie dakaroise savent à quel point ce moyen de transport est extrêmement important aujourd'hui. En 10 minutes, vous ralliez le centre-ville. Le gain de temps est énorme. Pareil, le gain de temps est énorme. Énorme, absolument. C'est vrai. Alors, il est 7h01. On va maintenant passer à la première partie avec l'un de nos invités et c'est juste après ceci. Nous démarrons d'abord avec Hassan Gueye, qui est gestionnaire de projet, coordonnateur de l'événement L'Appel de Thiaroye-sur-Mer. Et il est là pour nous parler notamment de cette manifestation qui vise à rassembler tous les Lébous de Dakar. Absolument. C'est vrai qu'on aurait pu parler sécurité routière en lien avec les bus. Mais je regarde ça pour la deuxième partie parce que Diane nous rejoindra en plateau. Exactement. On va parler numérique avec lui, high-tech. Donc je sais que pour les questions de sécurité routière notamment, le numérique aussi contribue beaucoup. Donc j'aimerais que vous partagiez le plateau. On va donc faire honneur à un peuple qui nous rend fiers, les Lébous, bien évidemment, peuple de pêcheurs, célèbre également par cette fameuse danse, le Ndaorabine, toute une tradition derrière. Alors Hassan Gueye, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le patrimoine culturel, c'est aussi finalement une identité. Je parlais tout à l'heure du Ndaorabine. Quels sont les biens matériels et immatériels que l'on pourrait verser dans le patrimoine culturel Lébou? Merci beaucoup, Mme Amouchka, pour cette occasion que vous nous offrez aujourd'hui de parler un peu de cette patrimoine Lébou, pour dire que les Lébou est une communauté éminemment culturelle. Donc, toute sa vie tourne autour de la culture parce que le Lébou a bien compris que la base du développement, c'est la culture. Donc, je pense que tous les grands penseurs ont déjà philosophé sur ça. Donc, et que de la naissance à la mort, tout tourne chez le Lébou, tout est culturel. Donc, ça commence déjà dès l'habitation. Commence déjà l'habitation, si on parle du patrimoine matériel déjà. Vous voyez que dans la configuration de tous les villages Lébou, vous verrez que nous avons nos concessions et chaque concession est ouverte vers la cour, c'est-à-dire le hut. Donc tout le monde, toutes les portes s'orientent vers le même sens. Donc qui est le premier lieu de regroupement de la famille. Donc quand vous sortez à la maison et que ce hut-là s'ouvre vers la mer. Et vous voyez l'importance aussi que joue la mer par rapport à la sociologie Lébou. Donc, c'est en face de ce hut-là, vous avez les pench qui regroupent toutes les familles qui se sont regroupées au niveau du hut, qui sortent maintenant au niveau du pench pour se retrouver là-bas. Ça, c'est déjà la première forme d'organisation qui se base déjà sur le bâtiment. Et que ce patrimoine-là aussi s'exerce et se vit au jour le jour, parce que par exemple, nous avons des relations culturelles et cultuelles avec la mer, donc avec les génies protecteurs, et aussi toutes les danses aussi ont leur sens et ont leur temps, leur moment, où on les exerce. Donc je pense que le patrimoine est assez large. Mais je ne sais pas si on vient à ces journées-là. C'est au-delà même de la préservation du patrimoine culturel et du patrimoine aussi matériel. Quand on parle du patrimoine matériel, je pense que Dakar, comme à l'habitude, appartient aux Lébou. Donc, parce que les Lébou l'ont occupé très tôt. Donc, et maintenant ont bien cohabité maintenant avec
tous les régimes qui sont passés, qui sont venus depuis avant les indépendances jusqu'aux indépendances. Et je pense que le colonialiste l'a bien compris. Et quand il est venu, il a trouvé une population très, très bien organisée. Et lui-même, il a parlé de la République Lébou, qui est bien structurée. Et ceci aussi, ce qui a fait que le colonialiste lui vouait un respect vraiment particulier et qui a permis d'avoir une cohabitation pacifique. Donc, chacun a pu respecter l'autre et a laissé l'autre s'activer. Est-ce que ce patrimoine aujourd'hui est en péril? Parce que si on lance une initiative comme la vôtre, c'est que quelque part, on parle de préservation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a danger ou péril en la demeure par rapport à la préservation de ce patrimoine? Effectivement, on peut dire peut-être pas encore, le péril n'est pas encore là, mais quand même on y va tout droit. Et mieux vaut prévenir que guérir, que nous avons vu avec la mondialisation, donc certaines populations ont tendance à perdre certaines valeurs, ont tendance à perdre le patrimoine ancien. Maintenant, si on n'y prend pas garde, donc on risque au rendez-vous du donner et du recevoir, de ne pas donner, juste de recevoir. Donc nous avons tous compris que nos fils et même nos contemporains aujourd'hui ont perdu beaucoup du legs de nos grands-parents. Donc pour parer à ça, c'est important de rappeler vraiment nos origines, nos valeurs, nos coutumes et nos us, et pour les conserver d'abord et les transmettre à nos Et c'est tout le sens de cette initiative, l'appel Thiaroye-sur-Mer, c'est ça? Oui, mais l'appel de Thiaroye-sur-Mer a un double sens. Donc, au-delà du sens culturel, il y a le volet économique, le volet développement durable. Parce que la collectivité Lébou a l'habitude de se rencontrer au moins 1 à 2 fois l'année. Donc, nous sommes présentement 126 villages Lébou dans le Cap-Vert. Et cette rencontre de Thiaroye-sur-Mer, sa particularité, c'est d'inclure le volet développement. Parce que si on n'y met pas le volet développement, donc c'est important, c'est difficile que ce soit durable, que ce soit vivable. Donc, et cette particularité, c'est que maintenant, nous avons tous compris, la collectivité Lébou, tout ce qu'on vit en termes de difficultés, et la jeunesse sénégalaise même en général, tout ce qu'il vit en termes de difficultés, maintenant on vient se positionner en termes de solutions. Donc nous voulons résumer un projet de société autour de ce qu'on appelle la maison des Lébou, la maison de collectivité. Une maison à construire, c'est ça? Oui, une maison à construire, qui sera le contenant. Et dans ce contenant-là, il y aura un contenu où il y aura plusieurs structures que nous allons mettre sur place qui vont prendre en charge les besoins individuels et collectifs de la collectivité pour permettre d'asseoir vraiment une collectivité leader, une collectivité qui peut vraiment vivre son leadership et tirer le développement du Sénégal à partir de Dakar. Parce que nous savons le rôle que joue Dakar dans le développement du Sénégal, étant la capitale du Sénégal. Et dans ce bâtiment-là, il y aura par exemple des mutuelles de santé, et qui s'occuperont, par exemple, de nos parents, de nos grands-pères, de nos grands-mères, etc. Il y aura des microcrédits, il y aura des structures qui s'occuperont de nos enfants, de l'emploi. Donc, beaucoup de choses qui iront parallèlement aux différents programmes et politiques étatiques, de les aider vraiment à réaliser de façon concrète et de s'attaquer à tous les maux. Nous pouvons, par exemple, dans le domaine de la pêche, nous allons avoir un secteur qui va réfléchir vraiment sur des solutions structurantes qui va soutenir vraiment l'activité de la pêche. Finalement, c'est un engagement communautaire, c'est ça? Effectivement, c'est un engagement communautaire parce que si nous voulons vraiment arriver à une communauté leader qui veut participer vraiment au développement du Sénégal, il faut nous positionner et reprendre notre position d'antan et pouvoir vraiment, à partir de Dakar, pouvoir jouer de notre poids et pour vraiment travailler sur tous les maux que traverse notre cher Sénégal et vraiment de participer de façon positive parce qu'on sait que tous unis, toute la communauté de Lébou de Dakar, au moins, peut vraiment servir, donner un bon leadership pour vraiment tirer le développement du Sénégal
et avec la participation de toute la population. Justement, j'allais vous interpeller sur la participation de ces populations-là. Est-ce que vous avez fini de faire le lobbying pour qu'elles se sentent véritablement concernées par cet événement? Et puis, pour pouvoir financer cela, vous êtes vous-même gestionnaire de projet, il faut des fonds pour construire cette maison-là. Est-ce que vous avez fini de faire le lobbying auprès des grands dignitaires lébous pour qu'ils puissent bien évidemment vous accompagner dans la réalisation de ce projet? Oui, merci. Je ne dirais pas peut-être pas fini, mais nous avons bien débuté. Et c'est d'abord l'occasion pour moi de remercier la RTS, donc, qui nous appuie en nous donnant vraiment des opportunités d'expliquer ce projet. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous venons à la RTS pour expliquer ce projet. Merci à monsieur le directeur. Donc, et je pense que aussi c'est l'occasion pour remercier toutes les personnalités vraiment qui ont cru à ce projet et qui nous accompagnent. Donc, je peux nommer sans les finir monsieur le ministre de la Communication qui est de Thiaroye-sur-Mer et qui vraiment a facilité aussi ce partage et le lobbying vraiment de ce projet-là. Et je peux citer aussi le ministre de la Santé qui sont tous de Thiaroye-sur-Mer et qui accompagnent vraiment le projet et tout le gouvernement du Sénégal qui accompagne ce projet, toutes les personnalités même de ce pays qui accompagnent ce projet. Mais il y a les chefs religieux voilà, également. Particulièrement les deux grands sérignes, Pape Ibrahima Diagne et Abdoulaye Makhtar Diop, qui, dès nos premiers contacts et que nous avons expliqué Thiaroye-sur-Mer, parce qu'en réalité, c'est les frères Thiaroye-sur-Mer qui portent le projet, qui ont réfléchi sur ce projet, mais ce qui nous fait un peu, ce qui nous a réconforté dans ce que nous faisons, c'est que quand on va voir les dignitaires lébous, mais chacun se dit, mais waouh, mais c'est vraiment ce que nous attendions. Nous avions ça en tête, vous allez nous le réaliser pour nous. Et que nous avons vraiment avancé parce que on nous a informé déjà que la collectivité lébou de Dakar a déjà des terres au niveau de la zone de Yen. Donc, et ça, c'est déjà des prémices, des pistes de solutions qui nous permettraient vraiment d'arriver à ça. Mais non, l'appel de Thiaroye, sa particularité, parce que le projet de Thiaroye, on le veut participatif et inclusif. Donc, nous allons émettre les idées de base. Nous n'allons pas faire du diktat, tout donner comme ça. Nous allons donner les idées de base et appeler tous les 126 villages lébous et nos partenaires sérères aussi qui sont avec nous. Nous sommes avec 64 villages sérères qui vont nous accompagner à ces activités et même des villages Djola qui seront aussi invités. Et maintenant, la réflexion naîtra. Tous les penseurs, les intellectuels, les financiers, tous ceux qui appartiennent à la collectivité lébou vont accompagner ce projet. Chaque poste, chaque département sera donné à un spécialiste. Donc, qui va diriger la réflexion dans le sens du projet, pour ne pas parler du sous-projet qu'il va proposer. Et on va y aller pas à pas, mais de façon sûre. Quand vous dites participation, projet participatif ou contribution de tous, est-ce que vous allez, je ne sais pas, initier des contributions de chaque village pour pouvoir accompagner cette initiative? Effectivement, pourquoi pas? Parce que imaginez toute la collectivité lébou. Par exemple, je vous prends parce qu'il y a 126 villages. Oui, 126 villages. Uniquement, par exemple, sur la création du microcrédit pour créer des fonds. Imaginez, sur 126 villages, ça fait au moins, disons, quelques millions de population. Maintenant, imaginez, sur ces quelques millions de population, chacun cotise 1000 francs. Ça vous fait combien de milliards? Uniquement en cotisant 1000 francs, ça vous fait beaucoup de milliards que vous placez dans une structure financière. Donc ça vous permet de lever des fonds importants. Absolument. Et ça vous permet de financer. Nous ne voulons pas être dans une position attentiste. Nous voulons de nous-mêmes démarrer donc, nos activités de par nos propres moyens et après, advienne que pourra. Vous avez tellement raison, on l'a vu avec le modèle Mouride, qui est évidemment pour la construction de nombreux édifices, un modèle de financement participatif, vous l'avez rappelé également, ça permet de lever beaucoup de fonds et c'est un modèle évidemment que vous pourriez emprunter pour ce projet-là également. Je crois que l'appel de Thiaroye-sur-Mer pourrait être également une occasion pour évoquer les difficultés que rencontre justement ce peuple de pêcheurs, la question de l'immigration irrégulière, les difficultés liées à la pêche également. Est-ce que ces questions seront abordées au cours de cette rencontre? Effectivement, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos,
Donc, c'est un projet de vie que nous proposons. Donc, quand on dit projet de vie, nous ne laissons aucun aspect de la vie. Donc, tous les aspects seront pris en charge par des spécialistes. Effectivement, le problème de l'immigration clandestine est un problème très profond, est un problème complexe aussi. Donc, et quand il y a un problème complexe, il va falloir vraiment d'abord une synergie d'actions et d'acteurs pour aller vers des solutions. Et d'abord, pour arriver d'abord à la décomplexifier d'abord, pour pouvoir s'attaquer à la cause racine de ces problèmes-là. Et je pense qu'on ne peut pas parler de l'immigration clandestine sans parler de l'acteur clé de cette activité-là, qui est les Lébous. Donc, je pense qu'il joue un rôle très important dans ce phénomène-là, et on doit prendre en charge, on doit prendre une responsabilité toute particulière et une approche particulière avec ces acteurs-là pour pouvoir vraiment s'attaquer à ce problème-là qui est très, très, très profond et très complexe. Coach Tandara, Adama... Oui, juste, moi, je voudrais l'interpeller sur un événement qui me fascine. Hein. C'est le Ndeup. Okay. Au-delà du Ndaurabine comme événement traditionnel et danse traditionnelle que l'on connaît aussi, on sait que c'est un événement culturel avec tout un mystère autour et très mystique aussi. Ouais. Est-ce que quand vous parlez de préservation, vous avez l'impression que le Ndeup justement est en train d'être peut-être oublié ou... On n'en voit pas souvent maintenant, surtout à Dakar. Effectivement, et ce n'est pas le Ndeup seulement, donc d'où l'importance de cet appel de Thiaroye-là, parce que dans cette maison-là, on pense déjà à un musée où tout ce qui est bien immatériel devait être conservé. On pense même à une école ou bien une université de la communauté où on apprendrait à nos enfants donc tout ce qui est culturel et culturel. Donc le Ndeup est une activité culturelle, donc, mais aussi c'est une activité sanitaire. Donc ça permettait aussi de guérir certaines maladies. Oui, donc c'est vrai que, comme j'ai dit tantôt, avec la mondialisation, donc toutes les cultures qui ne se sont pas enracinées risquent de disparaître, sinon au moins de s'effriter. Donc pour éviter cela, comme disait le président Senghor, il faut d'abord s'enraciner avant de faire l'ouverture. C'est ça. Maintenant, je pense que le Ndeup aussi sera une partie de notre patrimoine immatériel qu'il va falloir conserver dans ce musée-là qui sera logé au niveau de la maison des Lébous. C'est ça, c'est important. Transmettre aussi les savoirs aux générations. Aux générations futures. C'est ça. Coach, oui, très rapidement. Ce que je retiens surtout chez les Lébous, c'est de gardiens de traditions ancestrales, des traditions très anciennes. Alors j'aimerais que vous reveniez un peu sur ces organisations Lébou, puisque je vois que partout il y a les frais. Alors je crois que ça également, ça témoigne la grande organisation des Lébou, parce que dans tous les villages Lébou, en tout cas des villages qui se disent villages Lébou, eh bien, il y a des créations de frais. Et je crois que ces frais-là contribuent particulièrement au développement. Je voudrais justement que vous tiriez un peu en profondeur pour en savoir plus. Okay. Sur les frais, c'est vrai, oui, très rapidement. D'accord, merci. Donc, très rapidement, je ne vais pas me pencher un peu sur toute l'organisation, donc où on a le chef suprême de la collectivité qui est tout à fait en haut, et avec les différents départements, le Djaraf, le Ndjiré, etc. Mais pour en venir directement aux frais, les frais, c'est le bras armé. Donc, ce sont eux qui sont actifs. Donc, on les appelle frais, c'est peut-être une dérivation du mot français frais, les jeunes. Donc, c'est eux qui jouent vraiment le rôle de, je vais dire aujourd'hui, le ministre du Développement. Donc, et aussi le ministre de la Solidarité, de l'Inclusion, etc. Donc, les frais, ils sont un peu l'interface entre la communauté et les autorités. Ils travaillent sur le développement. Par exemple, si on vient à Thiaroye-sur-Mer, les frères Thiaroye ont organisé une formation de plus de 500 jeunes dans les métiers de l'avenir. Donc, et ils ont aidé ces jeunes-là aussi à l'insertion socio-économique. Donc, et ces frères-là qui pensent aussi
à ce projet de développement. Donc les frères vraiment sont la cheville ouvrière qui tire vraiment le développement dans ces villages. Oui. Et c'est justement ces frères Thiaroye-sur-Mer qui portent cette initiative, l'appel Thiaroye-sur-Mer. Je l'ai dit, l'appel est prévu le 30 décembre. Ce sera à partir de 14h. On reviendra sur le programme dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Merci Hassan Gueye. Nous retrouvons Alun Diop dans l'autre studio pour sa chronique Archives. Bonjour Alun. Bonjour Anouchka, bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba. Aujourd'hui, dans Archives, nous allons rendre hommage à Magaye Niang. Magaye Niang, l'acteur principal du film Tuki Buki, qui nous a quittés il y a 8 jours, la semaine dernière. Donc Magaye Niang est parti au moment où on célèbre le 50aire justement du film Tuki Buki de Djibril Diop Mambéty. C'est l'acteur principal à côté de Myriam Niang qui vit maintenant aux États-Unis, avec qui on a beaucoup échangé ces jours-ci. Magaye Niang, pour parler de lui, on va faire allusion à son parcours musical, puisqu'il a été lead vocal du groupe Khalam 1, à côté de Cheikh Tidiane Tall, Ayib Dieng, Ayib Gaye, Madiama Fall, le regretté Madiama Fall, et d'autres. Donc il a été dans ce groupe, et comme l'a dit Idrissa Diop, le groupe Khalam 1 nous a poussé à foncer dans le secteur musical. Idrissa Diop qui expliquait comment il admirait le groupe Khalam 1, Magaye Niang et sa bande, comment ils soignaient leur tenue, même en dehors de la scène, allant jusqu'à utiliser un mot du vocabulaire d'hier pour parler de gentleman. Idrissa Diop me dit, Gaye ay saasuman la ñu woon. Il s'habillait très bien. Magaye Niang veillait sur effectivement son look. C'est quelqu'un que je considère comme un archiviste, un bibliothécaire. Pourquoi? Il avait l'habitude d'avoir toujours un appareil photo autour du cou ou entre ses mains. Il prenait beaucoup d'images. D'ailleurs, on nous signale que Prosper Niang, c'est Idrissa Diop qui parle encore, a reçu de Magaye Niang un lot de photos dont il ignorait l'existence. Il ne pouvait pas imaginer, lui, Prosper, que ces photos existaient et c'est Magaye qui lui avait remis ces photos. Moi qui vous parle, il m'a remis des photos d'une intervention dans une conférence en 2000. Il me l'a remis 5 ans plus tard. À l'une, j'ai tes photos, je vais te les remettre. Et il m'a remis des photos en copie dure, en format carton, pas ces histoires de digital. Magaye Niang, donc il nous a quittés. Nous allons revenir sur Tuki Buki, justement, un extrait. Mais avant de parler justement du film Mille Soleils. Mille Soleils, c'est un film en hommage à Djibril Diop Mambéty, réalisé par Mati Diop. Avant d'en arriver à Mille Soleils, on va voir un extrait de Tuki Buki de Djibril Diop Mambéty. Dis donc, c'est qui ce paysan là? Alors tu vas au cirque? Ah, je comprends maintenant. C'est à cause de badolo comme toi qu'elle vient toujours en retard en réunion. Attends voir. C'est pour nous moucharder qui sont déguisés en cowboy. Forsake me, oh my darling. Do not forsake me, oh my darling. Man sama nekk star la. Star da ngay botwee. Man sama yoon ñëw ci star dafa leen di sol yu If I'm a man, I must be brave. Xoolal fële bu baax. Ku sol veste bële. Man la.
Voilà, un extrait de Tuki-Buki et Mille Soleils avec Magaïna. Je vous rappelle que Magaïna est parti au moment où on célèbre le 50aire du film Tuki-Buki, puisque la sortie officielle de Tuki-Buki remonte à 1973. On célèbre ou on commémore aussi les 25 ans de la disparition de Djibril Diop, Mambéty. Magaïna, des témoignages aussi, on a reçu de la part de Zouloubaï. Zouloubaï a accompagné Magaïna, ou Magaïna a accompagné Zouloubaï pendant de longues années. Aujourd'hui, ou cette année, on célèbre le 50aire de Zouloubaï, Magaïna pouvait parler de Zoulou aisément. Quelqu'un qui nous a parlé aussi de Magaïna, c'est Jogaï Ramaka. Il explique comment il avait remis le scénario de Carmen à Magaïna, qu'il a parcouru intégralement pour lui dire « Ok, on va le faire ». Il ne lui a pas posé de question « Quel rôle je vais jouer ?» Il dit « On va le faire ». Parce que dans le décor de Carmen, il y avait justement Gorée. Et c'était important pour Magaïna, le décor de Gorée dans le film Carmen. Jogaï Ramaka nous a expliqué, c'est par la suite, des années peut-être plus tard, ou des mois plus tard, qu'il est revenu vers lui et ils ont démarré le film. On ne se parlait pas beaucoup. Avant le tournage, on se parlait suffisamment. Et sur le plateau, pratiquement, je n'échangeais pas avec... Magaïna nous a dit justement Jogaï Ramaka, réalisateur du film Mille Soleils. Donc Magaïna a beaucoup fait pour la musique avec Khalam. D'ailleurs, Souleymane Faye, c'est Magaïna qui l'a découvert. C'est Magaïna qui l'a suivi dans des clubs. Il dit il y a un jeune qui chante des standards pop, soul, folk, avec des mots en Wolof, il faut que je le présente à Abdoulaye Prosper Nia. C'est comme ça qu'il a orienté Prosper vers Souleymane Nia. Et dès que Prosper Nia a vu Souleymane Nia, c'était le coup de foudre. Il l'a pris justement pour l'amener en France. Et c'est comme ça que Souleymane Faye, a intégré le groupe Khalam. Donc Magaïna nous a quittés. Au moment où nous parlons, justement, sa famille prépare les prières pour le 8e jour. Et beaucoup d'acteurs culturels se donnent rendez-vous d'ailleurs à la cité Soprim. Il a été enterré la semaine dernière. Donc Magaïna, musicien, lead vocal du groupe Khalam. Magaïna qui a joué dans Tuki-Buki, on célèbre le 50aire. Magaïna qui a joué dans Carmen de Jogaï Ramaka, mais aussi de Mille Soleils de Mati Diop qui nous a quittés. On lui a rendu hommage aujourd'hui dans Archives. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro de votre rubrique Archives. Je vais devoir maintenant retrouver Yolande Ndiaye pour plus près de vous, Guelen Diégué sur Radio Sénégal. D'ailleurs, c'est le dernier numéro de cette année 2023. On se retrouve l'année prochaine et nous vous souhaitons déjà une bonne année culturelle 2024. C'est vrai, on se retrouve l'année prochaine et c'est jeudi. Merci à Lune pour cette chronique archive. Nos hommages aussi à Magaïna qui a beaucoup apporté au cinéma et qui a aussi, comme tu l'as si bien dit, déniché des talents dans le secteur de la musique également. Alors, on va suivre le clip du jour, Mahou les Bougui pour Hassan Gueye, n'est-ce pas? Il est Tcharoy. Exactement. On suit et on se retrouve après. Hassan Gueye et ainsi qu'à toute la communauté Lébou du Sénégal. 7h30, c'est l'heure des infos. Le bulletin, c'est tout de suite. La suite de Kenkeliba, ce sera juste après. À tout à l'heure. Dakar Dem Dik renouvelle ainsi sa flotte. 370 bus destinés au transport urbain, interurbain et international. La compagnie de transport public mise donc sur le confort et la sécurité des usagers. Nous remercions vraiment le président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, nos conditions de travail s'améliorent avec l'acquisition de ces bus de dernière génération. Des bus automatiques. Avec son système ultra-moderne, on n'a vraiment plus de problèmes. La prudence et la sécurité sont assurées. Nous sommes vraiment contents. La mise en service de ces bus de dernière génération est en cohérence avec la vision du président Macky Sall qui développe le secteur du transport par autobus, permettant aux personnes et des biens de se déplacer dans les meilleures conditions.
Je voudrais féliciter la direction générale et toutes les équipes, le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Économie et le ministère des Finances pour la synergie du gouvernement en vue de donner à Dakar Dem Dikk une nouvelle impulsion. Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il faut poursuivre, à suivre de près les besoins de la compagnie qui doit participer à moderniser le transport public à Dakar. Et ceci à côté de nouveaux systèmes de transport de masse que sont le BRT et le TR. Donc il nous faut aussi un Dakar Dem Dikk moderne qui va cohabiter avec le BRT, qui va cohabiter avec le TR. De façon générale, c'est l'ensemble du système de transport multimodal qui a été changé pour le confort et la sécurité des usagers. Le chef de l'État s'est félicité de la politique sociale de la direction de Dakar Dem Dikk qui intègre dans son recrutement les personnes en situation de handicap. C'est politique sociale qui a fait Des performances possibles grâce au soutien et à l'accompagnement du président Macky Sall, qui lui vaut d'ailleurs une marque de reconnaissance de la part des Sénégalais massés devant les grilles du Palais de la République pour lui dire merci. Un service de néonatologie en pleine activité. Les 48 bébés retirés de la pouponnière de Ndella Madior sont arrivés dans cette structure pour une prise en charge médicale correcte. Parce que c'était des enfants qui étaient déshydratés, dénutris, les uns avaient des détresses respiratoires sévères, d'autres avaient des infections pulmonaires assez sévères. Donc pratiquement tous étaient dans une situation de dénutrition. En tant que maman, vraiment, je n'en revenais pas. Parce que vouloir faire une chose, si tu ne peux pas, un seul bébé, c'est un fardeau. D'autant plus, nous, on a pris là-bas 48 bébés. Jusqu'à 48, ce n'est pas une chose. On ne peut pas confier des bébés à n'importe qui. Il y a des formations à faire. Se s'occuper d'un bébé, ce n'est pas donné à n'importe quel. Il faut du travail, il faut de la formation, de la qualification. Et on n'a pas trouvé tout ça là-bas. Ces bébés étaient dans un état de malnutrition sévère. Tout un dispositif d'urgence a été mis en place pour que ces bébés soient pris en charge 24 heures sur 24 avec un personnel qualifié. On s'est organisé, on a eu une réunion, on a dit qu'on va mutualiser les effectifs du district. Parce que le district Dakar Centre, on a 6 centres de santé, 8 postes de santé. On a appelé tous les responsables de ces formations sanitaires et tous ils ont contribué en ressources humaines. Ce qui fait que chaque structure a envoyé 2 ou 3 personnes, des infirmiers ou bien un personnel de soutien administratif qui sont venus. Ça nous a permis d'avoir une task force et le major a établi un planning de suivi, de garde même, j'allais dire. Il y a des personnes qui sont de jour et d'autres personnes qui sont de nuit. Ce qui fait que les enfants sont sous surveillance H24. C'est l'heure du repas pour les bébés de plus de 6 mois. C'est toute une organisation dans cette unité où ces petits anges apprécient la bouillie du matin. Et dans la salle des tout petits bébés, c'est l'heure de la visite des médecins, du personnel mobilisé pour redonner le sourire à ces bébés. Parce que quand tu les voyais à leur arrivée, c'était des enfants complètement dénutris. Mais actuellement, là, avec le lait thérapeutique, et mais aussi avec les compacts et autres, et de la bouillie, les enfants ont commencé à gagner du poids. Ces petits bouts de bois de Dieu reprennent des forces petit à petit grâce au programme nutritionnel mis en place. Aujourd'hui, tout est calme. Les enfants sont revenus très calmes. Et ça, c'est un signe majeur qui montre que, en tout cas, leur état nutritionnel, leur état de santé évolue de manière spectaculaire. Ils vont beaucoup mieux hein, par rapport à leur entrée ici. Il y a une amélioration vraiment très nette. Voilà, sur le plan nutritionnel, il y a un gain pondéral. Sur le plan infectieux, les enfants vont beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que la prise en charge a été vraiment holistique et très, très efficace. Et il y en a au niveau de la cuisine aussi, des gens qui préparent des compacts, des bouillies enrichies, de la bouillie enrichie. Et pour chaque bébé, par exemple, pour ceux qui ont plus de 6 mois, voire même 6 à 12 mois, on leur donne le repas de façon spécifique aussi et c'est calculé et ce sont des repas fractionnés. Après un bon repos, c'est l'heure de la détente. Les enfants jouent, rassurés dans les bras de ces dames qui s'en occupent jour et nuit, organisées sous forme de brigade afin de permettre à ces bébés de se rétablir dans les meilleures conditions. Que nous sommes à Gif-sur-Yvette, au CNRS. C'est là où, chère Anta Diop,
donc, a fait ses premières armes au C14 avec au tout début un ingénieur qui est M. Jean Lorrain, qui est l'artisan de la construction des toutes premières installations du carbone 14 ici dans ce laboratoire de Gif-sur-Yvette. Et donc j'ai dû venir effectivement tout petit, ça devait être donc à la fin des années 50 ou tout début des années 60, l'accompagner. L'idée de créer le laboratoire, c'est Cheranta Diop qui l'a eu. Cette spécialisation qu'il avait faite déjà dans le domaine nucléaire au laboratoire de Joliot-Curie dans les années 50, eh bien, il a pu la mettre à profit pour concrétiser cette idée-là. Donc il en a fait les plans et assuré la construction sur place à Dakar. Et il y a ensuite eu une commission d'homologation de l'installation au niveau international. La conception justement de ce laboratoire visait à un maximum d'autonomie et il y avait un souffleur de verre qui travaillait donc sous la direction de Cheranta Diop pour faire tous les montages du banc de chimie. La construction du laboratoire de Dakar était aussi une démonstration qu'un pays africain pouvait s'équiper d'installations scientifiques de pointe. Et donc ça illustrait aussi la volonté de Cheranta Diop de promouvoir le développement des sciences exactes, de la technologie moderne dans un pays africain, au service de la population, de l'histoire, de l'archéologie, de la géologie, de la géographie, enfin de tous les domaines d'application du carbone 14. Son laboratoire carbone, c'est lui-même qui l'a créé de ses mains. Et ce cerveau, d'accord, mais ses propres mains et tout, les tubes et tout. Moi, j'étais là-bas, je l'ai vu les façonner au chalumeau et tout. Nous, on l'appelait carbone. Les professeurs de sciences de l'université, moi, de mon côté, quelquefois, j'entendais leurs réflexions. Alors, le laboratoire, enfin, les Français, ça leur plaisait pas du tout. Oh là là. Mais là, comme Théodore Monod a dit oui, Senghor, qui n'y connaît rien de toute façon dans ce domaine-là, n'a rien dit. Il a laissé faire. Et ce qu'il faisait était utile pour notre pays. Les datations, autrefois, ça se faisait toujours à l'étranger. C'est quand il est venu qu'on a commencé à faire des datations ici, au Sénégal. C'est déjà quelque chose. J'ai établi des datations au C14 qui nous donnent un Sahara qui commence à se désertifier vers moins 7000, même, oui, j'ai trouvé même des dates de moins 8000. Donc à partir de là, le Sahara se désertifie. Les populations qui étaient plus au nord sont montées vers l'Afrique du Nord. Et les Noirs qui sont en Afrique du Nord, ce ne sont pas seulement des Noirs qui sont allés là-bas du fait de l'esclavage du Moyen-Âge. Ils font partie aussi d'une souche très ancienne. Et les populations qui étaient plus au sud sont descendues. C'est les Proto-Vangara qui sont descendus vers le sud, d'autres sont allés vers l'est. Donc, il y a là une cause climatique de déplacement de peuples. Je vous ai dit que les déplacements se font à la petite semaine. Il y a 2400 ans, ce qu'on appelle la dernière période humide. Toute l'Afrique était couverte de prairies herbeuses. Donc, on pouvait se déplacer depuis la vallée du Nil jusqu'à l'océan Atlantique en marchant derrière des troupeaux. Les infos dans Kenkeliba de ce jeudi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de nous suivre depuis 6h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Il y a Mamadou Diagne qui nous a rejoint sur le plateau, le Dubaïot. Oui, bonjour. N'est-ce pas? Ou je me suis trompée? Le Qatari? Oui, maintenant j'ai des relations internationales, c'est normal. Et des pétrodollars? Ouais, non, pétrodollars, on va voir les pétrodollars. Les pétrodollars. Pour voir. Ah, c'est vrai, il a raison en plus. Diagne, que nous avons beaucoup de plaisir de recevoir ce jeudi pour sa chronique high-tech. Ça faisait quand même un petit moment. Alors, Diagne, on parle de O-Connect d'abord. C'est une solution au problème de la mortalité en mer. Effectivement, c'est une solution très innovante que Ilias Sidibé nous propose. C'est une montre connectée avec une combinaison gonflable qui permet aux pêcheurs de partager leur position satellite en mer. Ça, c'est carrément une innovation. Oui, Quand oui. on voit déjà pour la pêche,
pour nos amis lébous. Exactement. Effectivement, et surtout pour localiser ceux qui sont dans l'immigration irrégulière, pour sauver des vies aussi. C'est une solution très innovante et qui vient à l'heure. Comme on le dit, le digital propose des solutions, mais adaptées au contexte local. Regardons la vidéo. C'est ça. Salam alaikum, je suis Seydina Ilyas Sidibé, je suis de Kendar. C'est la technologie connectée à l'océan. Donc, c'est une solution que nous avons mis en place pour permettre aux artisans de la pêche d'être mieux outillés par rapport à leur activité. Le Connect est composé d'un kit composé de 4 éléments. La montre connectée à un réseau satellitaire, ce qui fait que si le pêcheur a besoin d'une assistance autant pour moi, il suffit juste d'appuyer sur le bouton de la montre et automatiquement, nous, à notre niveau, on pourra envoyer le signalement, ça veut dire la géolocalisation du pêcheur. Le second point, c'est la combinaison imbriquée. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la combinaison et le gilet, c'est une combinaison imbriquée d'un gilet. Ce qui fait qu'à travers un geste, on peut automatiquement dégager l'airbag, ce qui va faciliter le pêcheur de rejoindre la rive. J'avais des amis d'enfance et un jour, je suis rentré, on m'a dit que telle personne est décédée en pleine mer. Donc je lui ai dit pourquoi il n'est pas revenu. J'ai posé plein de questions. Pourquoi on ne l'a pas assisté et pourquoi il y avait toujours ces cas de décès-là. Donc on m'a dit qu'il y a une brèche qui se trouve au niveau de l'embouchure. C'est la rencontre entre l'océan Atlantique et le fleuve. Et cette brèche-là fait 400 morts par an. C'est énorme. Et les artisans de la pêche, ils sont tout le temps confrontés à cette activité de la brèche. L'autre problème, c'est que quand un pêcheur tombe en mer, il n'a aucun moyen de signaler aux autres que voilà, j'ai besoin d'assistance. En plus de ça, il y a les charges lourdes que les pêcheurs ont sur eux. Et quand ils tombent, même si la personne sait nager, ça va lui être extrêmement difficile pour relier la côte. Ce sont l'ensemble de ces facteurs-là qui m'ont permis un jour de me dire, voilà, en tant qu'intellectuel, je vais essayer de trouver une solution par rapport à ça et de le mettre en œuvre. Une très belle innovation et Assengue ne dira pas le contraire, c'est vrai. Oui, pour les pêcheurs. Effectivement, Adama Anouchkawa, je pense que c'est ce qu'on attend des jeunes créateurs sénégalais qui sont dans le domaine de la tech. Donc lui, il a été incubé à Teranga Tech. Donc c'est des incubateurs qui mettent des jeunes dans les conditions de pouvoir réfléchir et proposer des solutions dans leur environnement proche. Et je pense que c'est une solution parmi tant d'autres qu'il faut explorer et davantage renforcer pour que le Sénégal a beaucoup de jeunes qui sont dans le domaine, ils ont juste besoin d'être accompagnés. Je pense que l'État a mis en place des mécanismes pour les accompagner et je pense qu'il faut qu'eux aussi se rapprochent de ces mécanismes pour pouvoir évoluer. Bien sûr. Alors on passe à ton second sujet, le FD Sud qui se dote d'un centre verbotonal de Dakar, d'une salle qui a doté plutôt d'un centre verbotonal de Dakar, d'une salle ergo numérique. Effectivement, Anouchkaba, c'est une salle informatique adaptée à leurs besoins. C'est-à-dire qu'après le centre Talibou Dabo, FD Sud continue dans sa dynamique d'inclusion numérique. C'est-à-dire d'offrir à tout Sénégalais, à tout apprenant, cette possibilité de toucher l'outil numérique dès le bas âge. Qui est le seul au Sénégal qui donne l'accès à l'éducation à cette catégorie d'enfants. Et cette catégorie d'enfants est une catégorie d'enfants très importante. Ils ont un double défi pour réussir dans leur vie. Le premier défi, c'est déjà d'accéder à un centre spécialisé pour eux et pour eux uniquement et d'y réussir. L'autre chose, c'est aussi maintenant de sortir de ce centre et d'être de grands cadres pour ce pays. Dans le cadre de nos missions au sein du Fonds de développement du service universel des télécommunications, nous avons mis en œuvre un projet d'accès des personnes en situation de handicap nommé HandiConnect. Le projet HandiConnect s'articule autour de 3 axes. La mise à disposition d'équipements numériques des centres spécialisés accueillant les personnes en situation de handicap, la formation et le renforcement de capacités des enseignants sur les outils du numérique au niveau des centres pour leur permettre d'accompagner les personnes en situation de handicap à l'usage de ces dispositifs, la dotation à titre individuel des personnes en situation de handicap en équipement informatique. Et là aussi, Diane, il s'agit d'une initiative destinée aux enfants. Oui, sourds et malentendants. Oui. Parce que le centre verbotonal accueille des enfants sourds et malentendants. Oui, oui. Donc après le centre Talibou Dabo, c'est le centre verbotonal de Dakar qui a eu à bénéficier des services du FD Sud, du directeur général Mamadou Mamoun Ngom. Donc, ce qui prouve que le numérique concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'une fois que ces enfants ont accès à cet outil dès le très bas âge, ils ont
accès à plusieurs opportunités. Ils ont le monde devant eux et maintenant à eux d'exploiter tout ça en fait. En début de vidéo, je pense qu'Adama Sow le disait, ces enfants ont un double défi, c'est-à-dire que déjà s'insérer socialement et après d'avoir un défi de pouvoir se réaliser humainement et professionnellement dans une société. Et je pense que si des entités, des démembrements de l'État comme le FDSUD comprennent qu'il faut que ces jeunes bénéficient d'accès très tôt à ce genre d'outils, c'est très important. Parce qu'il faut le dire, les salles informatiques, maintenant dans les établissements, les élèves ne sont plus chauds pour y aller parce que tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son téléphone. Mais je pense que leur orienter vers ce genre d'outils dès le très bas âge, avec leur dire que vous pouvez développer, coder, créer des designs, voilà. Pas seulement surfer sur Internet pour s'amuser. Je pense qu'ils peuvent saisir les opportunités. Absolument. Merci Diagne. Merci à Adama Anoushkaba. Et tu restes avec nous. Alors merci également à ceux qui nous suivent et qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Hassan Lili qui nous suit depuis la Mauritanie. Merci beaucoup et qui nous souhaite également une excellente année 2024 par anticipation. Il le souhaite à tout le Sénégal et d'autres qui ont notamment réagi sur les différents sujets qui ont été développés tout au long de cette matinale, notamment Samba Guissé, notre ami, n'est-ce pas Sarah, qui parle de exactement. Qui parle de ça. Le national. Exactement, avec un message. Oui, avec un message particulièrement. C'est vrai, hein? Avec un message particulièrement. Comment on organiserait ça? Il dit que c'est une urgence. Il dit que c'est une urgence. Et que c'est une urgence en plus. Oui. Merci à Diato Alisen également. Merci à Sodegui Dramé qui ont réagi sur la page Facebook RTS et également sur la page Facebook Kinkeliba. 7h48, le reste de notre temps est justement accordé à notre deuxième invité. Il s'agit de Amadou Gueye, qui est spécialiste de la sécurité routière. Il est également ancien directeur d'auto-école et il est là pour nous présenter son livre. Le livre s'intitule Explique Code. Le livre est là, c'est le livre en chiffres, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Et vous nous expliquez tout justement dans cet ouvrage, c'est ça? Vous expliquez le code de la route dans votre livre, c'est ça? C'est ça, Amadou Gueye. Sarah, je vous remercie et je profite de l'occasion quand même parce que j'ai entendu dire que son Excellence le Président de la République suit bien Kinkeliba. Donc il a préfacé cet ouvrage-là et j'aimerais profiter de vos antennes quand même pour lui dire merci beaucoup. Donc tout le monde sait que la haute autorité, en tout cas, n'a pas autant de temps, n'est-ce pas? S'il a accepté quand même de préfacer cet ouvrage-là, c'est parce que c'est un ouvrage d'intérêt général. Oui. Donc, ça reste une priorité pour lui, les questions de sécurité routière. Exactement, c'est une question quand même cruciale. Donc vu le nombre de décès, le nombre de blessés au Sénégal et partout dans le monde, donc il a bien voulu préfacer cet ouvrage-là pour lui donner ce cachet national-là. Donc j'associe à ces remerciements aussi le haut commandant de la gendarmerie, le DG de la Nazer, le DG de la Réjoute et le président des autres écoles qui ont préfacé aussi cet ouvrage, en plus d'autres 23 autres autorités comme l'archevêque de Dakar, Cheikh Mahmoud Insa. En tout cas, c'est un livre quand même qui regroupe en tout cas une crème très riche donc, de notre société, des personnalités qui sont écoutées, qui sont respectées, donc qui ont à travers cet ouvrage de 400 pages donc, véhiculé des messages de sensibilisation en plus des outils de formation dans cet ouvrage-là. Le code de la route n'est-il pas vraiment clair? Il y a des zones d'ombre? Il y a des zones d'ombre parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner des exemples. Donc, j'ai l'habitude de le dire. Il y a par exemple, dans les réceptifs hôteliers, donc c'est des endroits fréquentés par les étrangers, par tout le monde. Je ne citerai pas de nom, mais par exemple, j'ai aperçu dans 2 grands hôtels, 4 ou 5 étoiles, donc il y a eu une confusion, par exemple, de panneaux. À la place de mettre un panneau d'interdiction de rouler à plus de 30 km à l'heure parce que c'est une zone piétonne, on met obligation de rouler au minimum 30 donc pour aller plus vite. Donc ça, c'est des cas qu'on retrouve donc, dans la circulation pour matérialiser un peu donc l'ignorance même, en tout cas, du code de la route. Donc ignorance, en tant que juriste, je l'entends de 2 façons. Il y en a qui ignorent la loi parce qu'elles ne savent pas. Il y a des personnes qui ignorent parce qu'elles ne savaient pas que ça signifie tel ou tel. À ces gens-là, il faut juste former, sensibiliser. Il y en a d'autres quand même qui savent, qui connaissent, qui ont été formés, mais qui ne veulent pas respecter. C'est ça. Voilà. À ces gens-là, peut-être il faut sanctionner. C'est ça. Donc cet ouvrage-là est un ouvrage qui explique le code de la route. Voilà. Donc j'aime dire que aussi, le code de la route, ce n'est pas une question de panneau. Quand on dit code de la route, les gens ils pensent automatiquement au panneau de signalisation. Alors le code de la route dépasse les signalisations. Donc la signalisation, c'est une partie du code de la route.
Je vous donne un exemple. S'il y a une collision avec dommages matériels ou corporels, ce n'est plus le panneau qui va régler le contentieux, le litige. Donc on fait appel à d'autres règles. Et ces autres règles-là, on les retrouve dans cet ouvrage-là, comme par exemple le Code des obligations civiles et commerciales, donc pour gérer les questions de responsabilité civile, le Code ciment pour les assurances. Pourquoi un agent de police, par exemple, vous arrête, vous demande votre assurance? Parce qu'il y a une obligation d'assurance qui résulte quelque part d'une loi, n'est-ce pas? Il y a le Code pénal. Donc il y a un arsenal juridique qui tourne en tout cas autour du code de la route, et les panneaux ne sont qu'une seule partie, en tout cas, de ce code de la route-là. Et on retrouve tout ça dans votre ouvrage. Je voudrais peut-être rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes aussi l'un des rares chercheurs en législation routière également. Exactement. Donc c'est finalement un lexique ou un dictionnaire que chacun devrait avoir, puisque vous résumez finalement tout ce qu'il faut savoir sur le code de la route et même au-delà. Il faut rappeler peut-être qu'au Sénégal, les accidents, c'est environ 700 personnes qui en meurent sur nos routes chaque année. 90% des accidents sont causés par une erreur humaine. Ça aussi, les chiffres l'ont démontré. Vous êtes vous-même ancien directeur d'auto-école. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans nos auto-écoles pour améliorer la conduite des automobilistes? Bon, déjà, je salue tous les moniteurs, n'est-ce pas, des auto-écoles. C'est vrai que j'ai fréquenté le milieu des auto-écoles. J'ai même fondé une auto-école il y a 11 ans de cela, donc qui fonctionne toujours avant de rejoindre AGETIP pour le programme Dawi. Mais c'est de là même où m'est venue quand même l'idée d'écrire ce livre-là. Parce que j'ai été formé donc, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Lorsque je suis venu, je me suis rendu compte qu'il y a un manque d'outils de formation. Donc on utilisait les livres occidentaux, français, Code Rousseau, Code Élysée, etc. Bon, donc on me dit que la signalisation, c'est universel. Elle est universelle, c'est normal. Pas faux non plus. C'est normal parce qu'il y a des conventions de Vienne. C'est ça. Donc il y en a deux, donc de 1968. L'une réglemente la signalisation, l'autre la circulation. Et tous les États qui les ratifient ont pratiquement les mêmes panneaux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le code de la route, ce n'est pas que les panneaux. Et s'il y a un litige ou bien un contentieux, on ne va pas aller appeler le code pénal français ou bien le code civil français. Donc, il faut adapter le code de la route à nos propres réalités. Est-ce que ces ouvrages ne sont pas adaptés? On devrait les changer ou... Non, ça dit que ce ne sont même pas nos ouvrages. En tout cas, ce n'est pas destiné à la circulation au Sénégal. Donc, les panneaux, c'est universel. Un panneau de danger, c'est un panneau de danger. N'est-ce pas? Maintenant, s'il y a un panneau, derrière le panneau, donc il y a tout un arsenal juridique qui régit en tout cas ce régime-là. C'est ça. Donc c'est en ce moment-là qu'il faut faire appel au code pénal, au code de publication civile et commerciale et un ensemble de règles, les arrêtés interministériels, etc. Et les mesures qui sont prises, en tout cas dans le cadre des ministères, pour améliorer la mobilité. Donc changer etc. les ouvrages, changer peut-être les pratiques aussi. Non, au il n'y en a niveau même des pas. auto-écoles. Ça, c'est le premier ouvrage. C'est le premier ouvrage. Ça, c'est le premier ouvrage de code de la route au Sénégal. Bien de chez nous. Oui, bien de chez nous, qui est fait par nous. C'est pourquoi il y a toute cette contribution-là. Donc il y a la préface du chef de l'État, donc et la contribution d'imminentes personnalités, parce qu'on a ce besoin-là d'avoir un code qui est là, qui part de nos réalités, qui prend en compte notre propre droit national, parce que nous sommes un État souverain quand même. C'est ça. Donc il fallait quand même prendre tout ça et maintenant l'illustrer, parce que c'est un livre illustré, avec des tableaux, avec des illustrations, avec des photos, avec des explications, avec des références, donc pour un peu soutenir aussi les formateurs. Donc, pour avoir une base juridique, ce code-là va aussi servir aux forces de l'ordre. Par exemple, un policier a besoin de savoir sur quelle base ou bien quelle règle, quel article il doit se baser pour vous infliger une infraction, Ça doit être une obligation dans les auto-écoles. Au-delà même d'une obligation, moi je vais au-delà du livre. Je pense qu'aujourd'hui, nous qui devons aller dans les auto-écoles, le premier réflexe, c'est qu'on doit télécharger une application qui nous permet de connaître les codes, les règlements, les signalétiques, mais comme il a dit, le code de la route, ce n'est pas seulement les signalétiques en fait. Maintenant, en quelque sorte, est-ce que vous vous projetez au-delà du livre? C'est-à-dire que des applications mobiles, un site internet, ou bien même, pourquoi pas l'illustrer? Oui, peut-être que je vous donnerai l'exclusivité parce que ce livre-là, actuellement, il est exposé à la FIDAC. Oui. Donc là, nous sommes là-bas depuis le 7. Donc nous exposons le projet avec les préfaces du président et de l'ensemble des autorités. Mais il y a une partie qu'on n'a pas encore dévoilée, n'est-ce pas? Donc c'est la partie digitale. Donc aujourd'hui, je travaille avec des jeunes Sénégalais donc, qui sont très doués, des graphistes et des développeurs. Donc on est en train de travailler sur l'application et je laisserai en tout cas la primauté au chef de l'État
Donc, lors d'une audience, nous allons lui présenter la version numérique. Donc, ce projet, parce que parmi les visiteurs, certains nous disent, et pour les gens qui ne savent pas lire le français, par exemple. C'était ma prochaine question. C'est ça, la question de la langue, de exactement. Donc, l'accessibilité. Donc, dans l'ouvrage, il y a une petite partie qui est résumée. Donc, on a utilisé un langage un peu plus léger. Lorsqu'on était à Fatick, lorsque le président faisait la pose de la première pierre des sphères administratives, donc en rentrant sur Dakar, je l'écoutais à la radio, il disait il faut utiliser un langage simple, donc surtout pour les langues nationales. Parce que quand c'est compliqué, les gens ne peuvent comprendre. C'est difficile. C'est ça. Donc on a utilisé un langage dit langage SMS. Parce qu'on s'est rendu compte que même quelqu'un, un conducteur ou bien un chauffeur de car rapide, arrive à vous envoyer un message, Fanganek, etc. Donc, quand vous le répondez, il arrive à comprendre et à lire par WhatsApp. Ils utilisent tous WhatsApp. Absolument. Donc, on a utilisé ce langage-là. Donc, pour résumer, en tout cas, les panneaux les plus... En tout cas, qui demandent un peu de spécificité. C'est ça. Maintenant, au-delà de ça, on a utilisé le système des codes QR. Des codes QR pour rendre le livre dynamique. Donc, c'est un ouvrage dynamique et innovant. Donc, à partir de cet ouvrage-là, le lecteur va sortir du livre, aller vers des vidéos et vers des audios. Même la préface du président. Il y a des QR codes. Il y a des QR codes. Il y a plus de 300 QR codes. Donc, et c'est des QR dynamiques. Donc, dès que vous achetez ce livre-là, même s'il y a des mises à jour, vous les avez avec le papier. Félicitations, Voilà, c'est une belle innovation. Exactement. J'avais deux questions très rapidement. Il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises par l'autorité justement parce qu'on le sait, cette année, je l'ai rappelé, il y a eu beaucoup d'accidents de circulation. Vous, en tant que, on va dire, expert justement dans le domaine, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures qui ont été prises et qui sont en train d'être appliquées? Et puis, on parle beaucoup du permis à points. Quel est votre avis sur la question? Oui. Par rapport déjà au permis à points, ce livre-là intègre le permis à points. D'ailleurs, même dans l'ouvrage, j'ai proposé un jeu. Parce que je suis moniteur des collectivités éducatives. J'ai créé un jeu qui s'appelle Permis jaune à points. Donc, tout au long du livre, vous gagnez des points, vous perdez des points pour préparer, en tout cas, l'usager à l'application au Sénégal du système du permis à points. Parce que la loi 2022-04 du 15 avril 2022 passée, donc, intègre ce système-là. Il reste juste un décret d'application pour les modalités d'utilisation du permis à points. Vous pensez que c'est possible ici? Mais c'est possible et ça va vraiment, si ça s'applique comme il le faut, ça va révolutionner le système. Donc avec le système du permis à points, moi je dis aux gens, allez apprendre le code de la route. Parce que si vous n'apprenez pas le code de la route, vous risquez de perdre vos points. Parce qu'avec le système du permis à points, il ne s'agit plus de vous faire une amende. Non. Il y aura toujours des amendes, mais vous risquez de perdre des points en fonction de la gravité de l'infraction que vous faites. Donc les gens ont intérêt quand même à aller vraiment apprendre le code de la route. Et sur les mesures qui ont été dictées? Oui, les mesures, bon, on peut les commenter. Des fois, en tant que juriste, moi, ce qui me gêne un peu, c'est des fois on oublie un peu la hiérarchie des normes. Parce que des fois, si par exemple le code de la route, c'est deux parties. Il y a une partie législative qui est votée à l'Assemblée nationale, comme la loi que je viens de vous citer, et une partie réglementaire. C'est un décret qui est signé par le président de la République. Donc, en prenant des mesures, on doit toujours prendre en considération cette hiérarchie des normes, parce que, par exemple, un arrêté ne pourra pas modifier quelque chose qui a été instauré par un décret. Absolument. Mais dans l'ensemble, c'est des mesures quand même responsables, parce que le gouvernement, c'est ce qu'on attend de lui. Donc, s'il y a des situations, dans aucun pays au monde, on peut avoir 0 accident. Donc l'accident, c'est quelque chose de voilà, l'essentiel, c'est de les réduire. C'est de réagir et en réagissant, l'État, en tout cas, montre en tout cas sa responsabilité en prenant des mesures qui vraiment, des fois, voilà, font ses preuves. Mais quand même, il faut juste améliorer et toujours écouter les acteurs, etc. Merci, voilà, Amadou Gueye. Bravo, félicitations. Bon, le livre sera disponible en janvier. Et j'en profite quand même pour dire à l'État quand même de rendre ce livre-là, en tout cas, accessible aux Sénégalais pour que je puisse le vendre à vil prix. Oui, à tous, bien sûr. 400 pages, c'est beaucoup, en couleur. Préface président. Par le chef de l'État, subventionné. Après, le général, il dit que je demande à l'État. Oui, mais c'est un appel de En tout cas, pour le moment, on n'a pas encore de subvention. Et je remercie l'AGETIP, l'AGEROUTE. Donc, par exemple, tous les ingénieurs de l'AGEROUTE ont acheté le livre. Donc le livre n'est pas encore sorti. Je leur ai dit, attendez janvier, ils m'ont dit non. Donc il y a déjà des réserves. En tout cas, j'appelle toutes les autres structures de l'État qui s'identifient à la sécurité routière
donc d'appuyer ce projet-là pour que ce livre-là soit acheté à vil prix. Exactement, accessible à pour que ça soit un livre de chevet pour tout le monde. Merci beaucoup Amadou Gueye. Merci Hassan Gueye également. Merci d'avoir été également. avec nous. Le 30 décembre à 14h, c'est ça. Oui. On se retrouve à Thiaroye-sur-Mer pour l'appel de Thiaroye. On y sera. Merci Diane, merci Sarah. On enverra notre... Merci à l'ensemble des équipes en régie. Kenkeliba, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine et ce sera avec Anta Buzz. Au revoir. Ah, c'est vrai, l'année tire à sa fin. Bonne année à tous par anticipation. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was.